Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez, une nouvelle semaine de Sguardo qui s'annonce. Donc un rendez-vous ce matin et puis tout à l'heure un petit peu avant 9h en compagnie de Jean-Félix Acquaviva. Bonjour. Bonjour. Député de la seconde circonscription de Haute-Corse, Corte-et-Balagne. Donc on va parcourir l'actualité en votre compagnie et bien évidemment on va débuter avec Jacqueline Gouraud qui était en Corse il y a un peu plus d'une semaine de ça. Elle a tenu un certain discours lorsqu'elle vous a rencontré, notamment avec les deux autres députés nationalistes, avec le président de l'exécutif et celui de l'Assemblée de Corse aussi. Et puis un autre discours qui a été tenu, beaucoup plus ferme, notamment dans les médias. Vous allez entendre Jacqueline Gouraud qui était l'invitée donc d'une émission de télévision au niveau national sur LCP. On l'écoute et on vous retrouve après, Jean-Félix Acquaviva. La notion de peuple corse voudrait dire, entre guillemets, voudrait dire que dans la République, il y a plusieurs peuples. Il n'y a qu'un peuple, c'est le peuple français. Et il n'y a qu'une langue aussi, pour vous? Et il n'y a qu'une langue. On ne peut pas changer cette disposition de la Constitution. Impossible. La co-officialité de la langue, le gouvernement y est opposé. C'est aussi simple et clair que ça. Symboliquement, vous accepteriez qu'il y ait une référence à la Corse dans la Constitution ou pas? On verra. Ça, c'est pas exclu. On verra. De quelle manière ça peut être indiqué alors? Je ne sais pas. Il faut discuter sur les souhaits de ceux qui sont en face de nous et de voir quelles sont leurs volontés de dialogue, leur volonté d'être reconnus par la Constitution. Alors Jean-Félix Acquaviva, vous avez parlé d'une fenêtre politique qui s'était ouverte. Il semblerait que Jacqueline Gouraud et le gouvernement ferment portes et volets. Mais écoutez, à la matière, nous allons être très pragmatiques. Nous avons bien entendu Mme Gouraud en préfecture qui a parlé de réforme constitutionnelle qui prenait en compte la Corse, y compris de manière spécifique. Nous avons parlé, en ce qui nous concerne, de ne pas aboutir à des réformes statutaires qui soient des usines à gaz, comme c'était le cas par le passé avec les statuts de 1991 et de 2002, mais un statut d'autonomie avec des compétences clarifiées, ce qui était le domaine de l'État, le domaine de la collectivité de Corse, avec un vrai pouvoir législatif et réglementaire. Elle a acquiescé sur le fait qu'il fallait effectivement clarifier les choses. Et même sur la question de la langue, même si elle a posé une ligne rouge de la co-officialité, auquel on a posé la nôtre, la ligne rouge, celle de considérer que nous ne céderions jamais sur le fait de demander l'officialisation de la langue qui était notre couleur de peau et notre manière de penser, de créer et d'écrire pour certains d'entre nous, et qu'il fallait des droits pour le locuteur. Elle a considéré quand même qu'on ne pouvait pas rester au milieu du gué, qu'il fallait quand même débattre sur le fond, sur le droit des locuteurs. Bon, nous avons entendu le propos de Mme Gouraud LCP, qui est bien en deçà, effectivement, bien en deçà de ce qui a été dit en préfecture. Nous en prenons acte pour l'heure, ce qui veut dire qu'il y a un discours en Corse pour essayer peut-être de gagner du temps, ou de débloquer une situation dans la forme, parce qu'ils avaient bien compris quand même que la situation était très bloquée face à un fait démocratique incontestable et qu'on ne pouvait pas rester en l'état. Mais de l'autre côté de la mer à Paris, on a un discours un peu convenu pour les médias parisiens, pour l'élite politique parisienne, en étant un petit peu sécuritaire, sévère, en restant un peu campé sur des positions lignes rouges, plus que sur l'évolution. Je note qu'il a dit on verra sur la réforme constitutionnelle, ce qui ne nous a pas été dit comme cela, puisqu'il nous a dit texto que le président de la République l'avait mandaté pour dire que la Corse était concernée par la réforme constitutionnelle, ce qui n'est pas quand même pas la même chose. Donc aujourd'hui, nous allons faire en sorte d'être mobilisés et sur le fond de nos propositions, avec bien sûr la majorité de la collectivité unique de Corse, le président exécutif, le président de l'Assemblée, Péragours et en général, parce qu'il s'agit de faire vite quant aux propositions de fond à émettre dans le cadre de la réforme constitutionnelle pour que nous puissions, nous autres députés, être les relais, y compris en solidarité avec d'autres territoires qui regardent de près ce qui se passe en Corse, la Bretagne notamment et les autres régions de France en particulier, pour éventuellement adapter à leur territoire la réforme corse dans la réforme constitutionnelle, créer les solidarités nécessaires, les mobilisations nécessaires à Paris, sur d'autres territoires et en Corse. Et effectivement, ce que nous pensons, c'est que la tonalité et le fond de la discussion qu'auront le président exécutif et de l'Assemblée le 22 janvier avec Édouard Philippe sera déjà un élément déterminant de l'évolution. Merci beaucoup Jean-Félix Acquaviva. On va se retrouver tout à l'heure, un petit peu avant 9h, pour parler à nouveau de cette thématique. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Jean-Félix Acquaviva. Bonjour. Bonjour. Député de la seconde circonscription de Haute-Corse, on parle de l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la Corse, cette fameuse réforme constitutionnelle et le fait que la Corse pourrait s'y intégrer à travers cet article 72 dont on a entendu parler. Est-ce que ça ne serait pas une intégration au rabais ? Mais nous ne voulons pas d'une intégration au rabais. C'est la première fois que l'on parle de réforme de la Constitution concernant les collectivités locales en général et la Corse en particulier.
Nous allons faire en sorte, en ce qui nous concerne, d'être à la hauteur en termes de mobilisation de propositions. On ne peut pas se permettre de louper cette fenêtre politique historique, ni du côté Corse, ni du côté Paris. Ça serait une erreur politique fondamentale, y compris du point de vue de Paris. C'est-à-dire ne pas comprendre ce qu'a été la question Corse depuis 50 ans et ses conséquences et les attentes du peuple corse. Donc nous allons faire en sorte de faire comprendre cela, et on espère que le président de la République parlera dans un autre sens que Mme Gourault lors de son arrivée dans l'île. En ce qui nous concerne, les questions restent posées. S'il s'agit de faire une réforme de la Constitution, ce n'est pas pour aboutir à quelque chose de symbolique ou au rabais. Il s'agit d'avoir des avancées juridiques qui permettent à la Corse de traduire sur le terrain des politiques autonomes qui font évoluer son développement économique au profit des Corses, sur le foncier, sur la langue, sur la fiscalité, sur l'autonomie fiscale, sur le pouvoir législatif et réglementaire pour adapter et pour légiférer sur des domaines de développement économique et aménagement de territoire qui influent directement sur la vie économique et sociale des Corses et qui nous permettent d'avancer pour faire en sorte qu'on sorte de la précarité, qu'on sorte de la fracture territoriale, qu'on permette un développement économique endogène en Méditerranée. Donc ce sont des choses très concrètes, non pas symboliques, que l'on attend, et c'est pour ça qu'on demande une reconnaissance de la Constitution. Ce n'est pas pour faire beau ou pour une reconnaissance comme fin en soi. Mais néanmoins, vous y croyez à cette ouverture, à cette compréhension de la question corse par le gouvernement, au vu notamment des amendements que vous avez déposés devant l'Assemblée nationale et qui se sont fait, on va dire, clasher plus d'une fois sur des sujets pragmatiques, puisque le gouvernement dit « soyons pragmatiques », mais sur des sujets pragmatiques. Ce que je crois, c'est que ce gouvernement-là est mal à l'aise concernant les questions territoriales en général et concernant la Corse en particulier. Il y a un double discours. Il y a à la fois un pacte girondin qui est affiché en parole, et puis il y a une attitude qui est très jacobine, qui est très directive du haut vers le bas, sur tous les sujets d'ailleurs, des propositions de l'exécutif gouvernemental à l'Assemblée nationale en particulier, pas simplement que sur les questions territoriales. Donc une attitude très jacobine et très centraliste de concevoir la politique publique. Et donc effectivement, concernant la Corse, il y a un cas qui est posé au gouvernement qui n'attendait pas forcément. Une élection de Peragoursiga avec 57% des suffrages, c'est-à-dire non seulement la majorité en siège, mais la majorité en voix, alors qu'il y avait 4 listes en présence, sur un scrutin qui laisse peu de place à l'interprétation, même si des porte-parole du gouvernement comme Benjamin Griveaux essayent de dire on n'a pas voté pour l'autonomie, mais on a voté en Corse pour désigner des gens qui allaient gérer les déchets et les transports. C'est faux. Les Corses se sont déterminés clairement, alors qu'il y a eu une campagne électorale qui était très claire à ce sujet, sur une liste qui portait à la fois la collectivité unique comme réforme à mettre en œuvre, mais aussi une autonomie comme moyen d'émancipation économique et sociale de la Corse. Les Corses sont très politiques, ils ont voté clairement. Donc le gouvernement est gêné par cela, parce qu'il est plutôt jacobin, et il est obligé de faire un demi-pas tout en reculant. Donc notre rôle à nous, ce sera de faire en sorte de faire comprendre que nous ne céderons pas sur l'essentiel. On ne peut pas renier ce que nous sommes et ce pourquoi les Corses nous ont élus. Et il faudra bien qu'à un moment donné, un gouvernement quel qu'il soit à l'auteur des enjeux. Et il faudra bien qu'il soit humble face à la question corse, puisque les gouvernements passent, mais la question corse et les questions posées par les Corses restent. Parce que même si aujourd'hui nous sommes majoritaires, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une permanence quand même de la question culturelle et nationale de Corse depuis des décennies. Donc il faudra bien qu'il y ait des hommes d'État à la hauteur des enjeux, qui soient un petit peu aptes à trouver une solution politique partagée avec les représentants élus de la Corse, et qui soit une solution politique à la fois historique dans son moment, et qui permette d'arriver à cette émancipation souhaitée. Donc c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Nous verrons bien ce que dit le président de la République. C'est maintenant ou jamais ? Jamais. En politique, on ne peut pas dire jamais. Mais en tout cas, c'est une occasion qui est quand même assez rêvée. Une majorité claire pour la Corse. On ne peut plus dire aujourd'hui que les Corses ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils l'ont dit clairement. Une situation apaisée concernant la Corse, puisqu'il y a une situation apaisée créée par la société corse elle-même, notamment par le dépôt des armes du FLNC en 2014, avec un apaisement concret depuis 3 ans. Une force gouvernementale qui s'est déclarée durant la campagne électorale, quel que soit le jugement que l'on porte sur elle, du dégagisme, du changement des paradigmes, du renouveau et du pacte girondin. Donc un alignement de planètes qui, a priori, pouvait laisser supposer que l'on arrive à une solution. Et puis dans les faits, le diable se nichant dans les détails, et même dans les gros détails, finalement, on a des comportements surannés et passéistes du côté parisien. Les propos de Mme Gourault à LCP sont de cela. Il existe bien sûr un peuple corse, et il existera quoi que dise Mme Gourault. Aujourd'hui, c'est une réalité, comme quand Galilée disait que la Terre tourne. Il a fallu une reconnaissance plus tardive, mais pourtant, le peuple corse existe, et nous ne renierons pas cela, et même des personnes qui ont voté d'autres listes que la nôtre se considèrent de membres de ce peuple corse. Il y a une langue corse qui ne veut pas mourir, qui veut être officielle, qui veut avoir une utilité sociale et publique, parce qu'on sait très bien qu'une langue parlée
au coin de la cheminée est vouée à mourir. Une langue ne peut vivre que si les locuteurs ont des droits d'utilisation de cette langue de manière économique et publique. C'est une réalité objective portée par un certain nombre d'études scientifiques et par réalité des langues elles-mêmes par ailleurs. Donc aujourd'hui, ces réalités-là, il faudra bien qu'il y ait des hommes d'État en face de nous qui les comprennent. Et enfin, Jean-Félix Acquaviva, très brièvement, le choix de la date pour la venue d'Emmanuel Macron le 6 février. Je crois que si Emmanuel Macron fait du temps mémoriel une instrumentalisation politique avec des coups de menton et de surenchère sur l'unicité de la République, la situation du 7 février au matin ne sera pas celle du 6 février au matin. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on différencie le temps mémoriel du temps politique. On s'incline sur la douleur de la famille Erignac, comme on s'incline d'ailleurs sur la douleur de toutes les familles qui ont été touchées, et notamment des militants nationalistes disparus lors du conflit corse, parce qu'on ne peut pas hiérarchiser les morts. Ce n'est pas humaniste de le faire. Quand on est des hommes de paix qui veulent construire un autre avenir pour la Corse, on se doit d'être équitable en la matière, de reconnaître tout ce qu'il y a eu. Et puis, nous souhaitons qu'il y ait un temps politique qui transcende le moment mémoriel et qui donne une perspective souhaitée, celle de la solution politique globale. Merci Jean-Félix Acquaviva. Merci à vous. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons notre invité Jean-Félix Acquaviva. Bonjour. Bonjour. Député de la seconde circonscription de Haute-Corse, on parle de cette actualité. On va écouter l'interview de Jean-Martin Mondologne. C'était lors de la séance d'installation de la nouvelle collectivité unique de Corse. Une opposition constructive, a dit Jean-Martin Mondologne, dans cette majorité, mais néanmoins avec des bémols. On l'écoute et on vous retrouve après. Cadre d'une opposition responsable. Être responsable aujourd'hui d'une opposition, c'est être capable de servir de point d'appui à la majorité lorsque les politiques sectorielles vont dans le sens des intérêts de la Corse et des Corses, notamment au égard à leur souffrance, à leur désarroi, à leur inquiétude. Et puis être dans l'opposition responsable, c'est aussi être capable de s'opposer, de dire non lorsque nous avons le sentiment que la majorité s'éloigne de ce qui est le centre de gravité de notre pensée politique, qui est bien connu. Notre centre de gravité consiste aujourd'hui en un point d'équilibre entre la reconnaissance du fait régional, la reconnaissance de la respiration des territoires, la reconnaissance du fait identitaire, mais en même temps l'appartenance au modèle républicain français. Alors il va y avoir un travail de reconstruction aussi de la droite pendant cette mandature. Dans quel état d'esprit, là aussi, allez-vous le mener, ce travail de reconstruction de la droite? Un état d'esprit très ambitieux. Je ne parle même pas de refondation, je ne parle pas d'adjournament, je ne parle pas de reconstruction. Je parle tout simplement de construction d'un nouveau modèle. Je pense que le monde politique a changé, le monde international, le monde national, le monde corse, en politique a changé. On ne peut plus continuer à parler de simples ajustements. Je pense qu'il est temps de créer un nouveau modèle. Je vais m'y atteler avec d'autres, naturellement, depuis l'Assemblée de Corse, évidemment, sur la base de la légitimité que nous ont confiée près de 22 000 électeurs, mais aussi à l'extérieur. Alors Jean-Félix Acquaviva va construire un nouveau modèle déjà, c'est ce que dit Jean-Martin Mondologne. Mais je crois que ce qui s'est passé en Corse à travers les évolutions depuis 2014, le caractère majoritaire des Corses aujourd'hui qui se portent sur les nationalistes, confirmé à plusieurs reprises. Il y a eu mars 2014 la victoire de Bastia, il y a eu décembre 2015 la première victoire aux élections territoriales, il y a eu juin 2017 les élections législatives avec des scores très importants, il y a eu le score important, très important et historique de décembre 2017, implique que d'autres forces politiques fassent leur mue. Donc moi j'entends à travers les propos de Jean-Martin Mondologne, il y a un leader de la droite et qui entend se repositionner, avec des propos qui ont été très durs durant la campagne d'ailleurs, un peu en opposition avec la revendication du fait régional, puisque c'était des propos plus jacobins en disant qu'il fallait être du côté de Paris que de la Corse, y compris avec des grands écarts, avec des personnes sur sa liste qui sont, on le sait, plus pour l'unicité de la République, pour la reconnaissance du fait régional, avec quelqu'un aujourd'hui qui se repositionne et qui essaye de comprendre qu'il faut que sa propre famille politique aille vers un fait identitaire et culturel plus important. On verra jusqu'où cela le mène et mène cette force politique. En tout cas, ce qui a été dit par le président exécutif, le président de l'Assemblée, ce qui a été dit toujours par nous-mêmes, c'est que même si nous avions aujourd'hui une majorité absolue, nous ferions en sorte d'élargir toujours sur des thèmes les problématiques aux autres forces politiques, parce que plus le consensus politique est fort de la société corse, plus l'intérêt général et l'émancipation de ce pays, de ce peuple, ira dans le bon sens. Il ne s'agit pas pour nous de faire preuve de ostracisme. Comment est-ce qu'on gère justement avec une majorité absolue ? D'une part, on ne peut pas non plus ne pas être heureux d'avoir une majorité absolue pour expédier un peu des affaires courantes ou avoir des débats moins longs lorsque cela est nécessaire, parce qu'il faut que quand même l'action publique aille plus vite. C'est quand même une demande des électeurs, puisque si les électeurs et le peuple corse a donné encore sa confiance à cette majorité, c'est justement lui donner les moyens. Et les moyens, ça veut dire d'aller plus vite, des séances moins interminables à l'Assemblée de Corse pour être plus efficace sur le terrain. Donc ça, c'est quand même être à l'auteur de ce message-là. Et l'autre niveau, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire nier les droits de l'opposition, ce qui n'est pas du tout notre état d'esprit, puisqu'il y a des sujets importants
la fiscalité, les droits de succession, l'autonomie de la Corse, la maîtrise des transports, parce que je rappelle quand même sur la maîtrise des transports maritimes, même s'il y a eu la campagne électorale actuelle et territoriale, je rappelle quand même que la droite a voté pour notre création des 2 CEMOP, les compagnies maritimes donc territoriales qui vont naître, et la CEM, donc on avait eu des majorités derrière déjà qui s'étaient manifestées. Donc c'est bien que nous avions tendu déjà les mains, au sens d'une construction qui ne soit pas un reniement de nos propositions, mais de recherche de points d'équilibre forts. Donc ce domaine-là peut s'étendre, et je crois que c'est notre état d'esprit, c'est par le travail, le débat de fond, que l'on doit créer ces conditions et trouver la responsabilité chez l'autre, autant qu'être responsable de soi-même. Donc si les élus font en Corse, et je n'en doute pas en ce qui me concerne, font preuve de responsabilité face aux enjeux posés à la société corse, la fracture territoriale, la fracture sociale, la nécessité d'avoir des réponses concrètes, la nécessité de maîtriser notre avenir, il n'y a pas de raison que sur de grands sujets, on sort des postures politiciennes, on n'arrive pas justement à avoir des consensus plus larges que la majorité absolue, qui est déjà très importante. 41 élus sur 63, c'est déjà une belle majorité, ce n'est pas une majorité à une voix. Merci Jean-Félix Acquaviva, à tout à l'heure. Merci. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Jean-Félix Acquaviva, bonjour. Bonjour. Député de la seconde circonscription de Haute-Corse, on parlait de cette installation de la collectivité unique de Corse et de Jean-Martin Mandelone du point de vue de l'opposition. Cette collectivité unique de Corse, justement, avec donc une nouvelle structure, y compris administrative, avec des nouveaux moyens, puisqu'elle résulte, on le rappelle, de la fusion de la CTC et des 2 départements. On vous a entendu vous positionner en tant que député, notamment sur les moyens qu'aura ou que n'aura pas cette collectivité de Corse. On en est où aujourd'hui ? Eh bien, malheureusement pour l'heure, en attendant véritablement de rentrer dans le fond des discussions, et on attend la réunion du 22 janvier donc, du Premier ministre avec le président exécutif et de l'Assemblée. Pour l'heure, on reste sur ce qui a été adopté, à savoir des moyens au rabais, puisqu'il y aura quand même des recettes de fonctionnement de plusieurs millions d'euros qui seront amputées à cette collectivité par rapport à ce qui a été convenu avec Jean-Michel Baillet et convenu dans les textes, parce que je rappelle que la bataille qu'on a menée par les amendements, c'était simplement le respect de ce qui avait été convenu, notamment par un article du Code général des collectivités territoriales qui permettait de rentrer dans la base du transfert de la TVA à la Corse l'enveloppe de continuité territoriale. Donc on perd quand même une dizaine de millions d'euros par an de recettes de fonctionnement, ce qui n'est pas neutre en recettes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a eu une vision assez raccourcie de la naissance de cette collectivité, une méconnaissance du dossier, il faut le dire, par le ministre des Comptes publics et par Mme Gouraud lorsque nous avons discuté, une attitude de crispation qui a été de mauvaise aloi. On espère que cela va changer et on va faire en sorte que les choses changent. Aujourd'hui, il faut aller à l'autonomie fiscale. Il est clair qu'aujourd'hui, la Corse a tout à gagner. D'abord, éthiquement et moralement, pour sortir de cette image d'Épinal qui vise à considérer que nous sommes des gens assistés. Ça, c'est le message envoyé à Paris, de l'autre côté de la mer, en disant que nous voulons la responsabilité fiscale, c'est-à-dire le transfert de ressources fiscales qui sont déjà perçues sur le territoire, parce que contrairement à ce que l'on dit, la Corse a un déficit par rapport au PIB en termes de différence entre les rentrées fiscales qu'elle perçoit et les dotations de l'État, qui est le même que n'importe quelle région française, 6% du PIB. C'est-à-dire que nous ne sommes pas moins bien lotis que les autres régions françaises, et nous avons même des variables aujourd'hui qui sont en croissance de manière importante, même si les valeurs ne sont pas les mêmes. Par exemple, la Corse a augmenté de 79% ses recettes de TVA en 12 ans, là où la moyenne française est de 32%. Par exemple, donc c'est une réalité objective où on a intérêt, en dynamique future, à avoir la maîtrise de la ressource. Et puis il faut avoir la compétence de créer de nouvelles fiscalités. C'est le cas du refus qui nous a été fait sur l'écotaxe camping-car, pour mieux gérer les sites naturels, pour faire des rentrées complémentaires, pour inciter à des comportements vertueux qui permettent d'améliorer le chiffre d'affaires des structures. Donc c'est la compétence fiscale, que ce soit sur la fiscalité écologique, on a parlé de l'écotaxe camping-car, mais aussi sur la question de la taxe sur les mouillages, pour permettre d'éviter qu'il y ait du mouillage dans les criques sauvages et pour permettre de rentabiliser les ports de plaisance. Et puis il y a les droits de succession, puisqu'il faudrait un transfert des droits de succession pour permettre de mieux gérer la réalité spécifique de la Corse en la matière, à la fois titrer les biens, mais en même temps avoir une gestion de la fiscalité faite par la collectivité de Corse qui permette d'avoir une logique vertueuse, permettre d'exonérer les gens qui réinvestissent dans leur maison de village, par exemple, pour éviter une dépossession patrimoniale et permettre que le foncier, le bâti reste dans le patrimoine de la Corse. Et ça, c'est une revendication fondamentale qui a été portée devant tous les gouvernements, de manière très large, au-delà même de la simple majorité territoriale. Donc ces questions-là sont des questions fondamentales et qui se posent dans les semaines à venir. Alors justement, cette collectivité au rabais, financièrement au rabais, c'est un des reproches que vous font vos adversaires de l'opposition, notamment la parole de Jean-Michel Baillet qui n'a pas été suffisamment sécurisée juridiquement, et aujourd'hui on se retrouve face à cette situation. Elle était sécurisée juridiquement puisque le Code général des collectivités territoriales dont je faisais
Conseil d'État était le texte. Et je rappelle que la manœuvre du gouvernement actuel, c'est qu'ils ont fait un amendement dans le projet de loi des finances pour revenir sur l'article écrit. Donc plus sécurisé que ça, c'était difficile de faire dans les temps impartis, lorsqu'on a un gouvernement qui refait un amendement spécifique pour revenir sur l'écrit. Donc c'est plutôt une question de volonté politique, plus qu'une question juridique. En la matière, si on voulait, on pouvait aisément. Voilà. Donc je crois que ce qui compte, c'est le déblocage de la volonté politique et sortir de la logique gérée par les administrations centrales, notamment de Bercy, qui est une logique qui ne prend pas du tout en compte ce qu'est la réalité politique et économique de la Corse, comme d'ailleurs ne prend pas en compte la réalité politique et économique d'autres territoires, comme les territoires ruraux de montagne par exemple. Donc c'est une question fondamentalement politique, y compris sur ce point-là. Et quant à l'évolution future, c'est aussi une question politique. Je rappelle pour les opposants que s'ils avaient été de bonne loi d'avoir des attitudes pour eux qui permettaient de lancer dans les meilleures dispositions la collectivité unique, on aurait évité d'avoir un département de la Corse du Sud qui vide les caisses dans l'année précédant la mise en place de la collectivité, ce qui a été le cas, et en investissement et en fonctionnement. Et donc on verra d'ailleurs à travers le diagnostic des départements ce qui est la réalité des choses, pour ne pas laisser un héritage à la collectivité naissante qui soit plus lourd que prévu. Donc là, en la matière, je crois que la responsabilité est plutôt de notre côté. Merci Jean-Félix Acquaviva. On se retrouve demain. Bonjour et bienvenue. Nous recevons Jean-Félix Acquaviva, député de la seconde circonscription de Haute-Corse. Bonjour. Bonjour. Il est avec nous toute cette semaine. On va écouter François-Xavier Ceccoli, donc le maire de San Giuliano, où il y a eu de récents incendies dramatiques dans la micro-région de Cerviogne et également de Tiatra. Donc François-Xavier Ceccoli qui se positionne justement sur les responsabilités en tant qu'élu. On sait que donc, ce monde rural, vous le connaissez bien. On va vous retrouver après. On n'en est pas autant de lancer des accusations ou de décider qui est responsable. Je pense qu'il faut que l'enquête le dise, mais c'est certain que autant de feux, je sais que le feu va vite, mais quand même autant de feux sur un tel périmètre, ça doit nous poser des questions et surtout, j'espère, ça doit nous amener des réponses. Voilà, c'est ce que nous attendons et la population aussi, parce que je pense que le même incendie, avec les mêmes conditions de vent en plein été, on reste à plus longtemps. Félix Acquaviva, donc un monde rural que vous connaissez bien, pour avoir été avant de devoir quitter votre poste pour cause de cumul des mandats maire de l'Aude. Justement, ces incendies, aujourd'hui, on ne parle pas forcément des responsabilités et des potentiels incendiaires, mais néanmoins, s'il y avait peut-être un meilleur aménagement, ça irait mieux. Je crois que la question des incendies, aujourd'hui, c'est un point encore plus important qu'avant, dans la mesure où il y a des effets climatiques qui viennent se greffer. C'est pas forcément le cas là, quoi qu'il y a eu il y avait un vent violent. Mais là, je parle de la sécheresse, bien sûr, de la forte sécheresse qui devient une réalité structurelle. Le manque d'eau aussi, le manque de stockage de l'eau qui est un problème important. Donc il y a à la fois une problématique de court terme, c'est-à-dire rendre encore plus efficace, soutenir les interventions en aval en termes d'incendie, donc la question des équipements, des moyens aériens, de la mutualisation avec d'autres forces européennes et méditerranéennes pour les interventions plus rapides en temps, un maillage plus fort. Il y a une question de surveillance et de contrôle. Il faudra bien se poser la question, nous l'avons posée à travers le comité de massif sur les sites de montagne, pas que pour les questions d'incendie, même pour les questions de sécurité en termes d'accès à la randonnée, d'avoir des sites naturels touristiques par exemple, qui soient accessibles de manière payante avec une gestion intégrée, y compris par délégation de services publics, pour permettre d'avoir et à la fois une surveillance, un contrôle, une gestion des déchets intégrés qui permettent d'éviter d'avoir la nature trop libre face à la masse qui crée des conditions, y compris d'incendie. Et puis, il y a la question, bien sûr, de moyen long terme, mais qu'il faut s'atteler à mettre en œuvre dès aujourd'hui. C'est une vraie politique d'aménagement et de prévention en termes de nettoyage. Alors, pour partie avec des moyens publics, mais aussi pour partie avec d'autres modèles économiques. Il y a des modèles où on pourrait effectivement utiliser le bois avec des chantiers d'insertion, par exemple, qui permettent d'être utilisés dans des logiques de réseau comme la SEM Bois Énergie ou d'autres structures. Donc, il y a un modèle vertueux à créer en la matière à partir du nettoyage. Et puis enfin, il y a l'autre domaine, c'est réinsérer la vie. Et donc là, il faut toucher la problématique foncière, qu'il faut toucher aussi en termes de prévention d'aménagement, d'ailleurs, pour intervenir sur le terrain privé, simplifier les procédures, mais aussi pour insérer la vie économique, la vie sociale. Là, c'est le rôle aussi de l'ODARC, mais aussi du comité de massif, de la politique de massif, c'est-à-dire l'aide à l'installation, la fiscalité pour l'agriculture, pour la vie économique sociale, pour là où il y a la vie qui occupe le territoire, dans le long terme, il y aura moins de risques, où il y aura une atténuation du phénomène, au sens de la gestion de l'incendie lorsqu'il se crée. Donc je crois que ces éléments-là, aujourd'hui, il faut les prendre un à un comme des briques d'une maison, et il faut véritablement une détermination pour le mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas se résoudre
à laisser la Corse brûler comme elle brûle aujourd'hui. Et on ne peut pas se résoudre à voir l'intérieur de la Corse qui regorge d'immenses potentialités forestières, en termes de ressources hydriques, en termes de culture, de patrimoine, en termes d'agriculture. À mourir comme cela, c'est un paradoxe insupportable lorsqu'on parle de développement durable. Et c'est quelque chose auquel on ne peut pas se résoudre véritablement lorsque politiquement on veut aller à l'émancipation de ce pays. Donc je crois que les enseignements seront tirés de cette façon-là. Un aménagement donc en relation avec les élus locaux. On va revenir sur cette collectivité unique et sur le rôle de chacun. Une chambre des territoires qui ne représentera finalement que 8 territoires, 8 représentants de territoires. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement avoir quelque chose de beaucoup plus large pour avoir les retours d'expérience et les retours du terrain ? Écoutez, sur la chambre des territoires, les outils de prise en compte des territoires, ils sont multiples. Il y a la chambre des territoires, bien entendu, auquel il faut donner un contenu plus fort, même si les ordonnances ont fixé le contenu de cette chambre de territoire avec cette représentation-là. Donc il y aura des partenariats avec la collectivité unique de Corse sur des missions, il sera présidé par le président du conseil exécutif. Il y a le comité de massif, qui, je le rappelle, est une instance prévue par la loi qui représente de droit l'ensemble des comités de communes, des représentations associations des maires et des élus de montagne, donc qui sont membres de droit, autant que les filières agricoles de pleine nature et de ceux qui font la vie de ces territoires. Donc c'est 98 membres qui met en œuvre le schéma, mais qui peut intervenir en avis sur toute politique publique concernant le massif corse. Donc c'est un deuxième élément. Et puis le troisième élément, c'est quand même que notre majorité conçoit la collectivité unique de Corse comme déconcentrée sur le territoire, avec des maisons de territoire, avec une mutualisation des services sur l'ensemble du territoire en termes administratifs, pour avoir un lien de proximité et en ingénierie et en intervention avec les populations et les élus, mais aussi en termes d'instances délibérantes. Peut-être que nous verrons des assemblées politiques de l'Assemblée de Corse se délocaliser entre Bastia, Ajaccio, parce qu'il y a des amphithéâtres, enfin il y a des hémicycles hérités des départements, des conseils exécutifs qui se délocaliseront, c'est-à-dire que le politique se rapproche du territoire autant que l'administratif. C'est-à-dire que paradoxalement, là où on attendait un centralisme ajaccien, ça va être une collectivité unique de Corse qui va être déconcentrée et décentralisée politiquement dans son action, de manière encore plus proche qu'avant. Donc je crois que l'ensemble de ces outils fonde, je dirais, la matrice qui permettra d'agir. Puis après, il y a la volonté politique de traduire ce pourquoi nous sommes là. Notre vision à nous, c'est que la revitalisation de l'intérieur et de la montagne, ce n'est pas un hochet, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un alibi, c'est une politique centrale, parce que nous considérons que c'est 80-90% du territoire et que si l'on doit parler de développement économique en général en Corse, il faut se tourner vers la filière bois. La filière bois se trouve essentielle à l'intérieur. Il faut parler de l'eau, il faut parler du tourisme de nature avec des gens à former, il faut parler de la culture et du patrimoine comme élément valorisant économiquement, il faut parler, y compris le territoire intérieur, comme les moyens d'annualiser les saisons touristiques. Donc ça veut dire que pour nous, se tourner vers l'intérieur, c'est aussi un gage de développement économique général, pourvoyeur d'emploi pour l'ensemble de la société corse. Et donc en concevant cela comme ça, il est évident qu'on a les moyens de sortir de l'ornière, mais évidemment il faut sortir de 50 ans de déshérence et de 50 ans d'oubli. Merci Jean-Félix Acquavive, on se retrouve un peu avant le journal de 9h. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Jean-Félix Acquavive. Bonjour. Député de la seconde circonscription de Haute-Corse qui est avec nous toute cette semaine. On parle de la problématique des incendies, on a parlé prévention dans la première partie de cette émission. On va parler de la lutte et des moyens de lutte en Corse. Donc on a entendu notamment le positionnement de Gilles Siméoni à l'époque des incendies de cet été, avec des moyens de lutte qui sont réclamés de manière beaucoup plus pérenne sur le territoire insulaire. Et d'une part, il y a une question d'adaptation de ces moyens de lutte. J'ai été contacté en ce qui me concerne par des responsables de sapeurs-pompiers qui veulent faire évoluer avec des appareils qui permettraient, notamment à travers une gamme d'hélicoptères qui permet d'intervenir de manière beaucoup plus proche du territoire, beaucoup plus efficace et en volume d'eau et en praticabilité sur le territoire. Donc l'adaptation des moyens de lutte qui demande un investissement, certes, mais qui est important si on prend en compte ce qu'est la Corse en termes d'île-montagne. Ça, c'est le premier niveau. Il y a la question de la mutualisation des moyens qui va s'opérer entre les deux SDIS, puisqu'il y aura deux SDIS avec un SDIS, donc ça, c'est quand même important. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à l'ensemble des sapeurs-pompiers, sapeurs-forestiers et l'ensemble des moyens de service public qui sont intervenus parce qu'ils ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie, sans compter. Et je crois que c'est grâce à eux qu'on a évité, et grâce aux élus aussi locaux, qu'on a évité des catastrophes. On a évité de la perte de vie humaine. Et ça, il faut saluer aussi leur engagement, c'est très important. Et puis, il y a la question de la mutualisation, peut-être dans une force méditerranéenne et européenne, où justement, là, dans ce domaine-là, comme dans d'autres,
il faut raisonner Méditerranée. Comme on le raisonne en transport en faisant un groupement européen de coopération territoriale sur le transport aérien et maritime, c'est ce que nous avons commencé à faire, il faut qu'en termes de moyens de lutte, on puisse avoir une solidarité et une mutualisation avec la Sardaigne et la Toscane qui soit effective au sens temps d'intervention, mutualisation des moyens, peut-être même en termes d'investissement, puisqu'aujourd'hui, si on ne peut pas acquérir seul pour la Corse uniquement des éléments adaptés, peut-être qu'on peut le faire autour d'un groupement qui mutualise les moyens financiers des régions partenaires, y compris que des fonds européens. Donc dans ce domaine-là, il faut innover avec du bon sens. Et le bon sens, c'est de considérer que nous sommes aussi dans un territoire transfrontalier, la Corse on l'oublie, à 11 km de la Sardaigne, de la Toscane, avec des bassins de vie qui sont aussi touchés par la problématique d'incendie. Nous avons une problématique commune de ce point de vue-là, touchés par le réchauffement climatique et la sécheresse aussi qui accélère ce phénomène. Et je crois que c'est une piste sérieuse de développement de ces moyens qui est une piste de court et de moyen terme. Est-ce qu'on peut avoir justement une unité transfrontalière en conservant deux SDIS ? Vous savez, lorsqu'on a une volonté politique, on peut tout à fait avoir des groupements européens de coopération. C'est ce qu'on permet à travers des GECT. Je rappelle que le terme GECT, groupement européen de coopération, même si des fois lourd à mettre en place, il existe pour le parc marin de Bonifacio. Pas techniquement, mais politiquement. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est mutualiser les moyens humains et des équipements. Et en termes d'investissement sur les équipements, on mutualise les moyens financiers. Et de moyens humains, lorsqu'on a besoin, sur des pics d'intervention sur un territoire donné. Aujourd'hui, on a aussi, j'ai oublié de parler de la sécurité civile qui est intervenue de manière forte aussi sur nos incendies et cet été et là en janvier à Cadre, mais qui partent souvent dans d'autres territoires comme en Chili ou ailleurs intervenir. Il n'y a pas de raison que, puisqu'on le fait partir ailleurs, en mutualisant les équipements et les moyens humains et vice-versa, de la Toscane vers la Corse, la Corse vers la Sardaigne et vice-versa, on ne puisse pas raisonner de la même façon sur des choses qu'ils font déjà par ailleurs dans d'autres territoires plus lointains. Donc aujourd'hui, c'est une histoire de volonté politique, vous l'avez dit, et d'organisation de cette volonté politique à travers des structures juridiques et financières adaptées. Donc rien ne l'interdit par le droit européen, par le droit... Mais pourquoi pas un outil régional au niveau de la Corse ? Mais déjà, l'outil régional, c'est le pas de la mutualisation des moyens humains du SDIS et du STIS, parce que vous aurez deux SDIS et un service territorial qui chapeaute les deux. Donc il y a déjà une mutualisation liée à la collectivité unique de Corse. Donc ça, c'est le saut qualitatif. D'ailleurs, on l'a vu l'intervention de manière naturelle, bien entendu, des sapeurs-pompiers, sapeurs-forestiers de l'ancien département de Haut sur Cadre, à Saint-André-Gaudon et Chervion. Et donc aujourd'hui, il y a une mutualisation de ces moyens-là et c'était de bon augure et des moyens aussi d'intervention. Il faut passer au stade méditerranéen pour sécuriser la lutte en aval. Et à ce moment-là, si on sécurise la lutte en aval et qu'en amont, on se dote d'une politique de prévention, d'aménagement de territoire efficace, de surveillance, de contrôle, dans un premier temps, nonobstant d'autres choses à réglementer comme la chasse ou la politique agricole, parce qu'à un moment donné, on touche au domaine sectoriel pour éviter les incendies et à la réorganisation de ces secteurs-là, ou à l'évolution qualitative de ces secteurs-là, je crois qu'on aura fait déjà un grand pas pour éviter que la Corse ne brûle. La chasse, il faut mener une vraie réflexion là-dessus. Je crois que la chasse, il y a d'abord, au-delà des incendies, une spécificité de la chasse corse à faire reconnaître en termes réglementaires, en termes d'ouverture et je dirais de gestion de la ressource en la matière où les chasseurs veulent participer à ce débat de manière positive. Et il faut effectivement que l'État entende qu'en milieu méditerranéen et en Corse en particulier, il y a des adaptations à faire. C'est aussi une logique d'autonomie. Et puis ensuite, il y a une gestion peut-être ensemble avec les chasseurs et les fédérations des problématiques de gestion territoriale à mettre en œuvre entre la collectivité de Corse et la fédération des chasses et du comportement. Voilà, tout simplement. Je crois que du comportement, de la gestion des espaces et de la ressource. Je crois que c'est une politique saine et de bon sens qu'il faut mettre en place. Et bien sûr, les chasseurs, à travers leur fédération, ont tout leur rôle à jouer en la matière. Merci Jean-Félix Acquaviva, à demain. À demain. Bonjour, bienvenue Jean-Félix Acquaviva, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Député de la seconde circonscription de Haute-Corse, on va écouter Bianca Fadzi qui a intégré l'exécutif de Corse. Elle va s'occuper des questions sociales et de santé puisque justement la nouvelle collectivité unique récupère ses compétences très particulières des départements qui constituaient donc une grosse partie de ses compétences dans les conseils départementaux. On écoute Bianca Fadzi. Beaucoup d'attentes, non seulement des administrés, mais je pense qu'il y aura d'autres choses à intégrer. Mais nous avons aussi beaucoup de projets, donc j'espère que tout cela sera mené à bien le plus rapidement possible. Puis je pense qu'il y a des équipes qui sont très compétentes et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, donc ce qui est déjà très positif. Concrètement, sur le social, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Nous avons des projets, si vous voulez, des transversalités, par exemple, entre la culture et le social, des choses qui n'ont peut-être pas été encore faites ou qui étaient déjà dans les tiroirs, on va dire, mais qu'on va essayer de mettre en application. Quelles
vont être les atouts dans ce domaine d'une collectivité unique qui va gérer l'ensemble des compétences par rapport aux conseils départementaux qui, auparavant, géraient cette compétence du social? Bien justement, je pense qu'il va y avoir peut-être plus de dialogue, déjà entre personnel sur le terrain, entre usagers. Ça permet de resserrer quand même beaucoup les liens. Pour le début, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses qui vont être en doublon, forcément. Mais au contraire, moi, je pense que c'est une bonne chose. On va pouvoir beaucoup mieux travailler en synergie entre Bastia, Ajaccio, sans pour autant déplacer des personnels. Ça sera peut-être plus concret, justement. Plus concret, Jean-Félix Akouavi, et donc pas de centralisation, vous nous le disiez hier aussi, mais justement une collectivité unique qui va se déplacer sur les territoires, y compris dans le sous-sol où il y a beaucoup de choses à faire. Bien entendu, Bianca Fazzi, que je salue, est tout à fait la personne à même, vu son expérience professionnelle, d'intervenir dans ce domaine. Donc c'était un très bon choix au niveau du conseil exécutif sur ce plan-là. Et on croisera les politiques territoriales. Je rappelle que le schéma d'aménagement et développement de la montagne corse prévoit un volet sanitaire important à travers une vision de l'implantation des maisons de santé pluridisciplinaires, mais aussi une vision de l'aide à l'installation de médecins en milieu rural et montagnard, à la fois en prenant appui sur la nouvelle loi montagne qui permet par exemple de défiscaliser les médecins à la retraite pour qu'ils reprennent leur activité en milieu montagnard caractérisé, ou aussi à travers des aides particulières à des étudiants qui sortent, qui font leur cursus en Corse et ailleurs et qui reviennent pour pouvoir s'installer en milieu rural et de montagne, par exemple, ou l'aide à l'équipement des cabinets secondaires qui pourraient se joindre à des maisons pluridisciplinaires. Donc on a à la fois un maillage territorial avec une nouvelle carte sanitaire qui évidemment ne correspond pas pour l'instant à celle de l'ARS, qui est une vision très déconcentrée et très normalisée administrative, qui n'est pas celle que nous considérons être celle de l'île montagne qui est la Corse. Donc il faudra traduire ce schéma-là en appui à ce que dit Bianca Fazzi, bien entendu, y mettre d'autres éléments transversaux comme la culture, le patrimoine, et parce qu'il faut en matière de sanitaire et de social innover, y compris pour rendre attractif nos territoires de l'intérieur de la montagne pour les personnes âgées aujourd'hui. La question de l'hospitalisation à domicile, par exemple, une question prégnante. La question des hôpitaux de jour, par exemple, qui en milieu rural et de montagne peut être un élément important de cohésion sociale, autant que de sécurisation au niveau sanitaire. Donc ces questions-là, on les aborde aussi au comité de massif en complémentarité avec la conseillère exécutive. Donc ce sont des éléments très importants, à la fois pour sécuriser, améliorer les services de santé et sanitaire, mais aussi donner de la cohésion sociale à notre communauté et permettre de faire revivre nos territoires de l'intérieur. Vous parliez de l'ARS, néanmoins, sur ces installations, c'est toujours elle qui a le dernier mot, c'est toujours l'État qui a le dernier mot? Bien entendu, parce que la santé est une compétence qui est du domaine de l'État aujourd'hui. Ce n'est pas une compétence partagée, même s'il y a des interventions financières en termes de santé de la collectivité de Corse, puisque dans le schéma massif, nous mettons la main au pot à travers le fonds montagne. Donc c'est à la fois une discussion qu'on doit avoir avec l'État, mais en s'appuyant aussi sur la loi. Je rappelle quand même que la reconnaissance du statut d'île montagne dans la loi qui permet de reconnaître le cumul des contraintes doit se traduire par une adaptation des normes et des politiques sur ce territoire, comme sur les territoires de montagne reconnus par ailleurs dans la loi montagne. Et dans ce domaine-là, il faudrait bien que l'État commence à montrer le chemin par lequel il applique ces spécificités-là et ne pas dire non à tout. Donc il y a une discussion à avoir sur la mise en place de moyens de fonctionnement, sur l'acceptation de cartes sanitaires différentes qui prennent en compte la réalité du territoire, sur la prise en compte du partenariat avec la collectivité unique de Corse, et puis une réflexion peut-être juridique et politique, statutaire sur les compétences santé en général en Corse demain. Donc je crois que ces éléments-là, sur un domaine qui est essentiel pour la vie des Corses, essentiel, qui touche aussi à la volonté de la Corse de maîtriser son destin et d'adapter cette politique de santé à ce qu'est la Corse, et culturellement, sociologiquement et territorialement. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas lésiner, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et il y a aussi beaucoup de défaillances. Merci Jean-Félix Akouavive, on se retrouve tout à l'heure. Bienvenue, bonjour Jean-Félix Akouavive. Bonjour. Notre invité cette semaine, député de la seconde circonscription de Haute-Corse, Corte-et-Balagne. On parlait de la question sociale qui a été récupérée en fait par la collectivité unique de Corse. Alors c'était une question qui était au cœur de la campagne quand même, puisqu'on vous avez entendu très critique, notamment vis-à-vis des conseils départementaux qui avaient cette compétence sociale. Donc vous estimiez comme une sorte de réservoir à voix à travers cette compétence sociale. Qu'est-ce qui aujourd'hui va faire que cette collectivité unique de Corse, elle va, avec les élus qui sont en poste, elle va se prévaloir justement de tout ça? Pourquoi elle va faire mieux que les autres? Mais d'une part parce qu'il y a une volonté politique dans le projet politique qui est le nôtre d'intégrer la fracture sociale comme quelque chose qui n'est pas acceptable. La fracture sociale n'est pas acceptable et l'élément probant de l'ancienne mandature des 2 ans écoulés, c'est quand même l'adoption du plan de lutte contre la précarité.
avec des mesures qui sont financées dans le budget de la collectivité et qui vont commencer donc à être mises en œuvre. Il y a un vrai plan de lutte contre la précarité qui a été établi en concertation avec les acteurs du secteur, y compris avec le docteur Pernin qui a été beaucoup auditionné, qui a beaucoup agi en la matière. Donc ce plan de lutte contre la précarité est quand même la preuve d'un acte fort décidé sur le mandateur à mettre en œuvre aujourd'hui. Il y a aussi la volonté de considérer qu'il faut sortir de la fatalité du chômage, même si c'est un combat qui va être dur. Par exemple, l'initiative Territoire Zéro Chômeur, je rappelle que Laurent Grand-Guillaume, le promoteur de la loi Territoire Zéro Chômeur longue durée, qui n'est plus député aujourd'hui, a été reçu par le président Jean-Guy Talamogne et par le président Gilles Siméone, que je l'ai rencontré à Paris à 2 reprises, et qu'aujourd'hui nous sommes en mesure, en ce qui me concerne en tant que président du comité de massif et député de la circonscription, d'initier des expérimentations, y compris en attendant la deuxième volet de la loi qu'on pourrait promouvoir pour des avantages qui permettraient de rendre efficaces ces dispositifs, mais déjà, d'ores et déjà, pour mettre un modèle en place qui permettrait de progresser dans le modèle territoire zéro chômeur et pour donc gagner des combats contre le chômage de longue durée, pour l'insertion sociale, au cœur même des territoires de proximité, avec du résultat. Donc je parlerai dans le détail d'un modèle très technique, mais il y aurait déjà 4 communautés de communes que l'on va solliciter en termes de partenariat. Il y a celle de Pasquale et Baoli, 42 communes au cœur de la ruralité corse. Il y a celle de Cinquebiev, il y a celle de Casin Calejane et Castanic, et il y a celle du PETR de Tarbes, avec Pojoka et Tucole, ou 4 communautés de communes à but ensuite d'élargissement à d'autres, sur lesquels nous allons œuvrer à travers des modèles particuliers, territoire zéro chômeur, et en agissant pour l'emploi et l'insertion économique, on agit aussi contre la fracture sociale. Et puis bien sûr, il y a dans le plan de lutte contre la précarité de manière générale la question de l'accès au foncier, au logement, aux services publics. Je rappelle aussi l'autre mesure qui a été adoptée sous l'ancienne mandature, c'est le tarif pour les retraités qui se met en œuvre dans l'aérien. C'est une 50% de moins, même si avec des volumes de places plafonner, ces places correspondaient au flux constaté de retraités sur la ligne de service public aérien et maritime, aussi tarifs maritimes. Donc il y a bien une volonté d'améliorer les choses de manière fondamentale. Et globalement, ce que je crois en ce qui me concerne, c'est qu'en termes de services à la personne, il y a bien sûr l'aide aux ADMR, l'aide aux services à la personne, mais aussi l'aide au quotidien, notamment dans les territoires reculés, parce que souvent la fracture territoriale et la fracture sociale se cumulent. Ça concerne le pain et son prix, son service et le prix, la question de l'épicerie, donc avec des produits de première nécessité, où là, avec peu de choses par organisation, notamment au travers d'une vision portée par le comité de massif, on peut véritablement améliorer la qualité de vie sociale des gens qui ont décidé de s'installer dans les territoires ruraux de montagne. Donc des éléments quand même concrets, opérationnels, un combat qui est un combat de long terme, mais qui a des outils et qui permet d'être mené. Sans parler des hommes, qu'est-ce qui fait que la collectivité unique sera moins clientéliste que les 2 départements ? Déjà, c'est une volonté politique, en prenant en compte la révolution démocratique tranquille qui a eu lieu depuis 3-4 ans. Aujourd'hui, les Corses se sont détournés d'un système claniste et clientélaire, malgré ses offres et ses promesses, pour donner sa chance à cette démocratie nouvelle, avec beaucoup d'attentes. Et l'attente, c'est créer un vrai développement économique, un vrai accès à l'emploi qui soit équitable, des opportunités aussi d'emploi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire les règles seront neutres, vous serez tous égaux devant l'accès à l'emploi public ou privé, mais il ne faut pas qu'il y ait la raréfaction de l'emploi. Donc il faut créer les conditions de l'emploi aussi, parce que sinon le premier discours ne vaut pas si tout le monde reste dans le chômage. Donc il y a à la fois la volonté d'avoir des règles justes pour l'accès à l'emploi, faire des hommes citoyens libres qui sont là et accèdent à ce à quoi ils ont droit, que ce soit en aide publique ou à l'emploi public ou aux aides aux entreprises, mais aussi créer les conditions d'un développement d'emploi privé ou public-privé, mais qui crée les conditions d'un vrai développement. Donc c'est ce pourquoi les Corses nous ont mandatés. Et donc je crois que bien sûr ça ne fera pas simplement en 3 ans, il faut être honnête, mais il y a un chemin qui peut être pris avec des résultats tangibles, qui peut se prolonger. Nous pensons qu'en 10 ans, on peut commencer à changer de manière fondamentale la société corse. Merci Jean-Félix Acquaviva, on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Jean-Félix Acquaviva, bonjour. Bonjour. Jacqueline Gouraud est à nouveau avec nous cette semaine. On va parler de la situation des prisonniers politiques. C'était sur la chaîne parlementaire. Vous allez l'entendre, un rapprochement au cas par cas, vraiment avec un cas par cas ciblé également, on l'écoute. Il y a depuis 2012
une circulaire qui dit que on doit, pour des raisons de liens familiaux, favoriser au maximum les rapprochements, quelle que soit l'origine géographique des prisonniers. Donc il n'y a pas de geste supplémentaire alors? C'est un geste d'étude au cas par cas pour regarder si certains peuvent être quelles conditions revenir dans la prison de Borgo, puisque c'est la grande prison. Alors il y a d'autres centres de rétention, mais sur d'autres. C'est Borgo. Voilà, c'est Borgo. Il faut aussi s'assurer de la sécurité de ceux qui reviennent à Borgo. Justement, vous dites qu'il y en a une dizaine en gros qui peuvent être instruits de dossiers, et parmi ces 10, il y a Yvan Colonna, celui qui a été reconnu coupable du meurtre du préfet Erignac. C'est la raison pour laquelle je vous ai répondu qu'il y aurait des études au cas par cas. Et vous imaginez bien que l'assassin du préfet Erignac est quelqu'un qui symbolise autre chose que d'autres qui sont emprisonnés sur le continent. Donc ça veut dire qu'il reste à Arles, lui. Je dis précisément que c'est au cas par cas. Je ne suis pas garde des Sceaux, je n'en dirai pas plus. Simplement, il est possible que certains puissent être rapatriés sur l'île. Alors Jean-Félix, à quoi viva Yvan Colonna? Le cas Yvan Colonna, on sait que son avocat Maître Spinozzi a déposé donc une demande pour la levée de ce statut de détenu particulièrement surveillé qui pourrait permettre son rapatriement à Borgo. Mais cette intervention, on sait que cette question des prisonniers politiques, elle va être au cœur de la discussion aussi. Bien entendu. Déjà, une remarque qui, y compris, a été faite par d'autres. On ne peut pas dire d'un côté qu'il n'existe pas de prisonniers politiques, comme le dit le gouvernement, comme le dit Mme Gouraud, et d'autres considérer que Yvan Colonna est un prisonnier à cas particulier, donc en reconnaissant un cas symbolique et politique, avec un traitement qui serait hors la loi. Soit on dit on applique la loi pour tout le monde, et la loi c'est le rapprochement. Soit on dit on fait comme on veut. À ce moment-là, on a un traitement politique avec une vision qui est interprétative et négative vis-à-vis à l'encontre de ces prisonniers, et on est dans un rapport de force. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons toujours dit qu'il y avait des prisonniers politiques issus d'un conflit qui date depuis des décennies, où des personnes, quel que soit le jugement que l'on porte sur ces actes, sont en prison en relation avec le statut et l'avenir de la Corse et une revendication identitaire et politique. Il y a eu 2 lois d'amnistie par le passé, la loi de 1982 et de 88, donc le Parlement a bien voté 2 fois concernant la Corse, mais pas simplement concernant la Corse, d'ailleurs y compris concernant la Guadeloupe et la Martinique, des faits en relation avec le statut de ces territoires, hors crime de sang, mais ça a été voté pour tous les autres faits. Donc il y avait déjà eu la reconnaissance d'un fait politique pour des prisonniers en France, dans la République. C'est une revendication qu'on porte, l'amnistie, parce qu'il y a eu un apaisement depuis 3 ans. Il y a une douzaine de prisonniers aujourd'hui. Je rappelle qu'en 82-88, il y en avait 60. C'est quand même un cas beaucoup plus important. Et pourtant, à l'époque, il y a eu une loi d'amnistie. Aujourd'hui, alors que les conditions sont plus favorables pour arriver à un processus d'apaisement définitif, on ne voit pas comment, on ne parle plus de l'amnistie maintenant, parlons du rapprochement, on pourrait tergiverser encore sur ce qui est de l'ordre de la loi, le rapprochement. Parce que le rapprochement, on sait très bien que c'est pour arrêter la double peine. Celle que l'on inflige volontairement donc aux familles, aux enfants, aux épouses, aux mères, aux pères, aux nièces, aux neveux qui ne peuvent pas traverser la mer avec des milliers de kilomètres à parcourir, avec un surcoût énorme, souvent pour voir leur père, leur oncle, leur enfant. Donc il faut que cela cesse. Ou alors, ça veut dire que l'on continue à souffler sur les braises, alors qu'il y a une volonté d'apaisement de la Corse. Cette attitude, c'est continuer à perdurer, sachant qu'il y a eu déjà la promesse du président Hollande publique qui n'a pas été respectée, du rapprochement, la promesse du candidat en campagne, Emmanuel Macron, qui pour l'instant n'a pas été respectée, puisqu'il s'est engagé et ce n'a pas été le cas. Là, il y avait eu la promesse de Nicolas Sarkozy. Si l'on continue à faire comme ça veut dire qu'on prend le risque de souffler sur des braises et à être en situation où on est hors état de droit, mais hors état de droit du point de vue du gouvernement, de l'administration pénitentiaire et de la garde des Sceaux. Donc, ces tergiversations, maintenant, il faut qu'elles cessent, puisque ce cas a été posé publiquement, a été posé en réunion en garde des Sceaux au ministère à maintes reprises, y compris par nous députés, récemment, mais même avant nous, par des avocats, avec des cas concrets. Il n'y a qu'une dizaine de prisonniers concernés. Il y a des cas qui ne devraient même pas faire l'objet de discussions en termes de rapprochement. Il y a des excuses. L'excuse, c'est-à-dire la prison de Borgo n'est pas sécurisée. Mais il y a quelques aménagements à faire, mais ils ne sont pas très coûteux, ce n'est pas vrai.
quand on connaît le poids politique et le poids de la douleur des familles. Donc il faut arrêter avec ça. Tout le monde dans un état de droit a des droits, y compris les prisonniers. Donc soit on dit qu'ils ne sont pas prisonniers politiques, mais tout le monde a des droits, avec des jugements à respecter, des conditionnalités à respecter lorsqu'on peut être libérable, et des rapprochements à respecter. Si on dit le droit des individus, c'est qu'on reconnaît un fait politique où on veut mettre le pied sur la tête des personnes ou des familles. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et il faut que le gouvernement l'entende. Parce que c'est une attitude qui était responsable du point de vue de la situation de la Corse actuelle qui est très apaisée, où l'on créerait les conditions de nouvelles tensions. Merci Jean-Félix Acquavive, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, bonjour Jean-Félix Acquavive. Buongiorno. Dernier rendez-vous de la semaine en votre compagnie. On parle de la situation des prisonniers politiques, une situation que vous avez voulu mener aussi de manière concrète. On sait qu'avec les députés Castellani et Colombani, vous êtes rendus dans différentes maisons d'arrêt sur le continent. Paul-André Colombani qui avait initié ce cycle de visite à travers la maison d'arrêt d'Ajaccio aussi. Qu'est-ce que vous y avez rencontré ? Alors nous sommes allés pour l'instant à Fleury-Mérogis, où nous avons été bien accueillis par l'administration pénitentiaire et par la directrice, qui nous a permis de rencontrer Franck Paoli dans sa cellule. Donc nous avons visité le centre pénitentiaire, nous avons eu des explications sur le fonctionnement du centre pénitentiaire et sur l'état des lieux au niveau détenu, au niveau structure, fonctionnalité. Et nous sommes assurés de la santé et du moral de Franck Paoli, bien entendu. C'était une manière de dire que nous allions, bien sûr, à la fois porter de réconfort aux prisonniers, pour dire que nous œuvrons en termes de mobilisation politique sur la question notamment du rapprochement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement un message politique qu'on donne au gouvernement, puisque nous allons continuer ces visites-là. Nous allons continuer à faire le tour des endroits où il y a des prisonniers politiques corses. Et nous allons nous rendre, en ce qui me concerne, à Casabianda et à Borgo, sur les situations particulières de ces structures, à la fois du point de vue éventuel de l'accueil des prisonniers politiques, au sens de nous faire une opinion et d'être force de proposition, et surtout de débroussailler les faux arguments qui sont souvent invoqués par l'administration pénitentiaire, la garde des Sceaux, pour ne pas rapprocher, mais aussi pour faire l'état des lieux sur l'ensemble du fonctionnement de ces structures. Puisque c'est un droit donné aux députés, aux parlementaires, nous allons jouer à fond, c'est un élément important pour les prisonniers politiques corses, comme d'autres prisonniers corses d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres familles corses qui ont des droits liés à des prisonniers de droit commun, hein, je le dis sans embâche, parce que c'est une réalité sociologique et légale qu'il faut mettre en œuvre aussi. Donc voilà ce que nous allons faire, nous allons continuer à faire, et bien entendu, on espère avoir notre contact beaucoup plus proche avec la garde des Sceaux pour maintenant traduire les choses, parce que, encore une fois, evune longue diventano zarpe. Vous défendrez le dossier aussi de la future maison d'arrêt d'Ajaccio ? Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, il y a une modernisation, un investissement à faire. Il n'est pas tolérable que l'on puisse avoir une maison d'arrêt avec aussi délabrée, hein, qui date de 1860. Il faut la rénover. Il y a des besoins liés au rapprochement des détenus corses en général. Il y a des besoins aussi tout simplement de mise en conformité, de confort logique pour des détenus et de sécurisation aussi, d'ailleurs. Donc je crois que c'est important qu'un territoire ait les moyens d'accueil sécurisés et suffisamment confortables des détenus. Ça serait à l'honneur de l'État de faire en sorte que cela se passe en Corse. Merci Jean-Félix Acquavive. On va se quitter bientôt. Juste une petite question à titre plus personnel. Donc avec votre rôle de député, l'exécutif vous manque ? Mais écoutez, l'exécutif me manque, je dirais pour partie oui, dans la mesure où c'était un travail passionnant sur un domaine qui me passionnait comme les transports, mais je sais que Weinert Borromée est dans la continuité de ce que l'on a mis en place et sur le transport maritime, la compagnie maritime, et sur le métro aérien, transfrontalier qui verra le jour, et sur la gestion des infrastructures en relation avec le président exécutif. Sur l'autre point, non, dans la mesure où je reste président du comité de massif, donc bien les pieds enracinés dans le territoire pour mettre en œuvre le schéma d'aménagement de la montagne dans les vallées de l'intérieur, et que je serai très présent sur le terrain, à la fois pour faire le lien entre l'Assemblée nationale et ces vallées-là, sur des sujets très concrets, comme la compétence au assainissement pour les communes, sur la fiscalité des territoires de montagne ruraux, où il y a d'autres débats à l'Assemblée nationale, mais aussi pour la mise en œuvre du schéma, où il y a fort à faire, donc un travail très opérationnel. Donc beaucoup de travail à la fois dans le territoire et à Paris en relation avec l'exécutif et la majorité territoriale actuelle. Donc non du point de vue du travail, et surtout avec beaucoup de confiance avec les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui au sein de l'Assemblée et à l'exécutif. Merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. A beijo.